Yo, salut les accélérateurs de particules, bienvenue sur Wrestling Clinic et bienvenue dans le retour officiel de la Nuit des Temps. Et aujourd'hui c'est la WWE dans la Nuit des Temps, car il y a 10 ans, jour pour jour, le 28 mars 2010, eh bien nous étions à Phoenix en Arizona pour WrestleMania 26. Alors c'est un WrestleMania 26 qui a une saveur toute particulière pour moi. Pourquoi ? Car c'était mon premier WrestleMania live en compagnie de Dimitri de la chaîne que vous connaissez déjà, ainsi qu'en compagnie de Ishtu. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes reviews, eh bien n'hésitez pas à faire comme tout le monde qui découvre mes vidéos, c'est-à-dire de vous abonner à la chaîne, comme ça vous verrez tout ce qui se passe dès que je vous balance de nouvelles reviews ou des analyses d'actualité. Et sans plus attendre, on va se lancer dans le vif du sujet de ce WrestleMania à Phoenix, en Arizona. Il y a 10 ans, jour pour jour. Nous sommes, qu'est-ce qu'on a comme chiffre ? Nous avons 55 000 personnes dans le stade qui ont payé leur place, parmi 61 093 spectateurs qui seront finalement annoncés, vous verrez un petit peu plus tard dans le show, à 72 219. Donc là, on est comme chaque année la WWE qui ment et qui grossit ses chiffres WrestleMania. L'opener, c'est le match par équipe entre Morrison et R-Truth contre le Big Show et le Miz. Alors le premier fait intéressant en ayant été sur place, c'est que alors que le show débutait à peine, il était je crois sur place, je vous dis pas de bêtises, 16h, donc on était en milieu d'après-midi, car fuseau horaire de l'Ouest, mais le stade il n'était pas complètement vide, mais en tout cas les sections 300, ce sont les sections les plus hautes, celles-là, elles étaient aux 3/4 vides. Et pourtant, à l'image, ça se voit pas trop. Ce match, il est remporté par le Big Show et le Miz, après un coup de poing du Big Show sur Morrison, en à peine 3 minutes. Pour un opener de WrestleMania, c'était très étonnant d'avoir un match aussi court, et rétrospectivement comme ça, finalement j'avais pas trop de souvenirs de ce WrestleMania, donc c'est bien, je redécouvrais tous les matchs, et vous verrez que c'est quelque chose qu'on voit un petit peu à travers le show, que les matchs sont plus courts que soit que ce que je pensais, soit beaucoup plus courts par rapport à ce qu'on a depuis plusieurs années, où vraiment la structure et la longueur des matchs est totalement différente. Donc bon, 3 minutes à peine, c'est vraiment trop court pour donner une note, mais s'il faut donner une note, voilà, les 3 minutes étaient plutôt correctes, donc on va mettre un point de suture. Ensuite, on a le traditionnel récapitulatif de la WrestleMania Week. Moi, je zappe ce genre de truc, et ensuite on a le triple menace entre les 3 anciens membres de la Legacy, Randy Orton, Cody Rhodes et mon ami de bar à Atlanta, Ted DiBiase Jr. Donc grosso modo, c'est un handicap match un petit peu déguisé. Dans ce match, on va commencer direct par la hit, c'est-à-dire que les méchants vont dominer le gentil, parce que c'est vrai qu'à 2 contre 1, ça aurait été un petit peu ambitieux d'essayer de faire dominer Orton en début de match. Donc on commence directement avec la hit. Et finalement, il y a une bonne entente entre Cody Rhodes et Ted DiBiase, mais Cody Rhodes va être le premier à montrer qui est le vrai gros heel de ce tandem, parce que ça va être le premier qui va trahir son pote Ted DiBiase en l'envoyant à l'extérieur du ring, alors que les bonhommes avaient déclaré à Monday Night Raw quelques semaines ou la semaine juste avant le pay-per-view que peu importe qui va gagner, ce qui compte c'est que Randy Orton perde. Donc à partir du moment où Cody a trahi son pote, eh bien là on a vraiment un triple menace officiel, mais ça ne va pas durer vraiment longtemps. Car peu après la dissension entre les deux, c'est Orton qui fait son comeback, et il claque ce qu'on attendait tous, qu'on était donc des dizaines de milliers dans le stade à attendre, c'est que pour la première fois, il claque un double DDT, pour le plus grand plaisir de tout le monde. Et ensuite, on va se lancer vers la fin du match, qui arrive elle aussi assez rapidement, car le match ne dure que 9 minutes. Je lui ai mis 2 points de suture, parce que c'est, une fois de plus, c'est relativement court par rapport au match que c'était. Mais c'est vrai que compte tenu de la place de chacun des mecs sur la carte, c'était compliqué de faire briller beaucoup plus Ted DiBiase et Cody Rhodes, bien que ça aurait pu être une bonne solution pour essayer de les propulser plus en avant. Le finish, il arrive alors que Randy Orton est sur le point de faire un RKO à Cody Rhodes. Finalement, il se ravise, il recule doucement, et il signifie à la foule qu'en fait, il va essayer de faire un punt. Tout ça sous les yeux de Ted DiBiase qui regarde la scène à l'extérieur du ring. Il claque son punt sur Cody Rhodes. À ce moment-là, Ted DiBiase essaye d'arriver en rat comme ça par derrière. Il se mange un RKO et c'est lui qui prend le pin pour la défaite du match, comme je le disais, au bout de seulement 9 minutes. Donc c'était un bon petit match sympa, franchement. Mais c'est vrai que voilà, 9 minutes, c'était propre. Il y avait rien à redire. Mais on reste un petit peu sur sa fin. Ensuite, on a le Money in the Bank avec 10 catcheurs. Il dure 14 minutes et je lui ai mis 3 points de suture. Les 10 catcheurs, alors 2 têtes, pas que je vous dise de conneries. Drew McIntyre, Shelton Benjamin,
Matt Hardy, Kane, Jack Swagger, Evan Bourne, voilà, MVP, Kofi Kingston, Christian, et le 10e, MVP, Kofi Kingston, merde alors, Shelton Benjamin, est-ce que je l'ai déjà dit? Je sais déjà plus. Bon voilà, on a les 10 catcheurs. Ce match, on a eu pas mal de bumps, on a eu pas mal de créativité, mais pas trop de bumps et pas trop de créativité non plus. Donc c'est pour ça que la note de 3 points de suture, finalement, elle reflète l'approche des catcheurs. Ce qu'on a aussi pu voir dans ce match, c'est que initialement, je m'étais dit avec 10 mecs, ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir avoir beaucoup d'actions, pas mal de bumps, sans que les mecs se mettent trop en danger. Et finalement, à mesure que le match avance, on se rend compte que le fait qu'il y ait 10 catcheurs en même moment, ça embrouille un petit peu les débats et ça rend la fluidité du truc un petit peu compliqué. Dès le début du combat, les catcheurs essayent rapidement d'essayer d'attraper la mallette. On a Kofi Kingston qui, dans son spot créatif, nous fait des espèces d'échasses avec une échelle qui est cassée en deux. On a Evan Bourne qui, sur le coup, est un petit peu con parce qu'il est à quelques centimètres de pouvoir attraper la mallette, mais finalement il décide plutôt de faire un airborne sur Christian. Ensuite il va remonter en haut de l'échelle, il va se faire contrer évidemment. À l'époque, Drew McIntyre, si je dis pas de conneries, était champion intercontinental, et c'est vrai que ça m'a... Enfin, c'est pas que pendant le match, je m'en fous complètement, mais je veux dire, en termes de concept, ça me dérange un petit peu que le champion intercontinental soit dans le Money in the Bank, parce que ça dévalue l'importance du titre intercontinental. Alors certes, avoir une chance de pouvoir remporter et de cacher, d'encaisser la mallette quand on veut pendant un an, ça peut devenir plus important que d'être champion intercontinental, mais même... pour garder le prestige du championnat intercontinental, ils auraient peut-être été bien inspirés d'essayer de faire un petit match pour ce championnat et de remplacer Drew McIntyre par... Enfin, je veux dire, il y a suffisamment de catcheurs, vous voyez ce que je veux dire. En haut de l'échelle, il y a Christian et Matt Hardy qui nous ramènent 10 ans en arrière avec les matchs Hardy Boys contre Edge et Christian, avec un inverted DDT de je sais pas quelle hauteur. Et à ce moment-là, il y a Michael Cole qui nous dit « Twist of fate from the top of the ladder ». Donc voilà, il a eu quelques courts-circuits pendant ce show, vous allez voir, Michael Cole. Et finalement, le finish, c'est Jack Swagger et Christian qui sont en haut de l'échelle. Et ça se termine de manière un petit peu inattendue. Je m'attendais à quelques minutes de plus. En regardant le match comme ça 10 ans après, c'était très sympa, c'était très bien. Mais c'était pas du tout un Money in the Bank qui restera dans les annales du catch. D'ailleurs, 2 jours après, Jack Swagger va encaisser sa mallette, il va devenir champion du monde, et je pense que c'était une erreur de booking, qu'il était beaucoup trop tôt pour lui de remporter un championnat aussi prestigieux, et je pense que pour quelques années ça a tué sa carrière de le propulser trop haut trop rapidement, et comme on le sait, il va mettre pas mal de temps à s'en remettre. Ensuite on a Sheamus contre Triple H, un match qui dure 12 minutes, là aussi une durée relativement courte, en tout cas plus courte que ce qu'on essayerait de faire aujourd'hui. On partirait au moins sur du 15-17 minutes, et ce match je lui ai mis 2 points de suture et demi. Pour Triple H, c'est le 14e WrestleMania. Depuis sa première participation contre l'Ultimate Warrior lors de WrestleMania 12, il n'a raté que un WrestleMania en 2007, le WrestleMania 23, car comme vous le savez probablement, il s'était déchiré le quadriceps lors de New Year's Revolution, quand il était en équipe avec Shawn Michaels contre Rated RKO. En ce qui concerne Sheamus, ça fait à peine un mois qu'il a perdu son titre lors du Elimination Chamber, pay-per-view lors duquel John Cena a remporté le titre, et lui, Sheamus, avait battu John Cena en Tables Match lors de TLC en décembre 2009. Alors ce match, il fait partie des matchs de Triple H, comme ça, des matchs importants de Triple H qui finalement sont passés un petit peu entre les gouttes, où on a quelque chose de sympa, mais vraiment sans plus, d'autant plus qu'on suit un match qui a quand même pas mal boosté, qui a demandé pas mal d'énergie au niveau de la foule en termes d'investissement. Donc voilà, la foule est pas super investie, il faudra vraiment attendre le comeback de Triple H et les finishes pour que le public se réveille un petit peu. En live, je me souviens que c'était aussi notre ressenti, que c'est un match comme ça, un match tampon où on se repose un petit peu en attendant la suite. Au premier rang, il y avait un mec qui annonçait tous les moves de Triple H, donc genre quand il va faire son facebuster sur le genou comme ça, à peine au moment où il y a le renversement dans les cordes, on le voit pas mais on entend le mec facebuster, et dès qu'il le claque, il fait ouais comme ça. Et puis sinon au niveau du finish, le finish arrive un petit peu de nulle part, où Triple H porte son pédigré pour le compte de 3. À la fin du match, Jerry Lawler nous dit qu'on vient de voir un classique. Alors j'ai envie de lui dire oui bon, calme-toi quand même, il y avait rien de particulier, c'était sur les 12 minutes, il y avait 9 minutes de rien, ou 10 minutes de rien, et 2-3 minutes de comeback near fall, même si, et ça il faut bien le rappeler, c'était très bien géré. Ensuite, un autre match qui était beaucoup trop court, seulement 6 minutes entre CM Punk et Rey Mysterio. Je lui ai mis malheureusement que 2 points de suture, parce que même si c'était très sympa,
4 minutes de match extrêmement basique, la fin superbement orchestrée avec différents placements entre Luke Gallows, Serena Deeb qui accompagnait CM Punk. Serena Deeb, d'ailleurs, j'ai fait quelques petites recherches, elle n'avait que 23 ans à l'époque, c'est quand même impressionnant. Donc le match, rien de spécial, le finish superbement fait, vraiment, car il y a eu plusieurs éléments sur lesquels il était relativement facile de se casser la gueule, de mal se placer ou autre. Donc là, c'était tip-top, mais bon, seulement 6 minutes entre Punk et Mysterio, qui était un match, je me souviens, qu'on attendait avec grande impatience et qui nous a déçus parce que finalement, une fois de plus dans ce show, on reste sur sa fin, quoi. Rey Mysterio, il vient habillé en avatar avec un masque et une espèce de grande queue de cheval factice comme ça qui me rappelle pas mal le bodybuilder Kai Green qui a souvent ce genre d'attirail quand il fait des guest posing. Et le film Avatar, qui était donc un des plus grands succès, ou si ce n'est le plus grand succès de tous les temps au cinéma, Michael Cole fait un parallèle très rapide, de nouveau un petit court-circuit dans sa tête, en disant que il est déguisé en Avatar, donc le plus grand film, pour le plus grand événement de divertissement de tous les temps. Donc là, le mec... Il pourrait être marseillais à 200% tellement il extrapole le truc, on sait pas trop pourquoi. Dans le match, Punk et Mysterio essayent de retenter le spot de Halloween Havoc 97, lorsque Rey Mysterio l'avait fait avec Eddie Guerrero, où il tient CM Punk par la main, il saute sur la troisième corde, il essaye de faire un moonsault et atterrir directement en DDT. En 97, c'était passé de manière absolument parfaite. Là, aujourd'hui, il y a eu un petit raté, donc c'est assez dommage, et ils auraient pu, malgré tout, se blesser. Et je parlais avant de l'entourage de CM Punk, Luke Gallows. Vu comment il est, cultivé, spontané et drôle dans la vraie vie à chaque fois qu'il fait des podcasts ou des vidéos, je comprends pas par quel miracle il n'a jamais réussi à percer l'écran de la WWE, parce que ce soit aujourd'hui dans les OC, que ce soit à l'époque où, à part Festus, qui était un petit peu différent, il a toujours été dans l'ombre de tout, il était un gars quasiment transparent, et je comprends pas comment c'est possible alors que c'est quelqu'un qui est bourré de talent. Donc le finish, 619, splash, avec un compte d'ailleurs de l'arbitre qui était presque un fast count, mais voilà, match de nouveau trop court malheureusement. Évidemment, ce qui suit, c'était par contre beaucoup trop long. Vince McMahon contre Bret Hart. Je l'avoue, sans peine, j'avais aucun souvenir de ce match. Aucun souvenir qu'il avait eu lieu. Donc au début, Vince McMahon arrive, il fait son speech en disant à Bret, ouais, tu vas voir, je vais te niquer comme en 97. Et Vince McMahon vient avec toute la famille Hart. Et donc l'histoire du match, c'est que la famille Hart a screwed Bret, ils l'ont entubé et ils seront dans le coin de Vince McMahon ce soir. Sauf que Bret prend le micro et lui dit, ouais, mais eux, on est la famille Hart, on est quand même soudés. Ils m'ont dit dès le début qu'est-ce que c'était les plans que t'étais en train de préparer. Et donc on a dit ouais, on va faire semblant jusqu'à ce soir où maintenant je te l'annonce, c'est moi qui t'ai entubé. Et donc là en fait tout le clan et Bret Hart casse la gueule de Vince McMahon pendant 11 minutes. Donc avec l'angle du début et tout ça, on est à un gros quart d'heure alors qu'il aurait très bien pu le défoncer en 2 ou 3 minutes. 11 minutes, c'est même pas un squash, quoi. En plus, c'était complètement unilatéral. Tout le monde a dû porter son truc. Il y a eu Natalia, TJ, Wilson, Harry Smith et compagnie. Bref, c'était extrêmement long. Bien entendu, piscine de chiasse, ça, vous en doutez. La suite, c'est l'annonce du mensonge des spectateurs, où comme d'hab, comme chaque année, on grossit le chiffre officiel le chiffre réel, on le grossit d'à peu près 10 000 spectateurs. Donc quand vous avez un WrestleMania qui fait 80 000, vous savez que le vrai chiffre c'est 70. Si c'est annoncé à 70, on est plutôt aux alentours de 60 et ainsi de suite. Maintenant, les affaires sérieuses commencent. Match pour le championnat du monde poids lourd entre Edge et Chris Jericho. Edge, toujours fort de son retour triomphant lors du Royal Rumble qu'il a gagné 2 mois auparavant. Le match dure 16 minutes, on est sur une note de 3 points de suture et demi, donc de très loin c'est le meilleur match depuis le début du show. On nous dit en début de match que les deux catcheurs totalisent 55 titres à eux deux. Je vous mets je vous mets pas au défi, mais je vous donne comme petite tâche si vous voulez de faire la vérification de votre côté. Je n'ai pas pris le temps de le faire. Allez, faites la vérification et dites-moi si c'est la vérité et voir quels sont les titres qu'ils ont comptés et considérés. Au bout de 7-8 minutes, on commence déjà les finishers. Je me suis dit, bon, c'est relativement rapide, mais c'est vrai que finalement, quand on voit que le match n'a duré que un gros quart d'heure, on a eu une bonne grosse moitié finalement qui était dédiée aux finishers et qui a permis de bien construire cette ambiance qui
pour ce match en fait est la première ambiance du show où ça commence vraiment à dépoter dans la foule. Après une première salve de finish et de contre, Chris Jericho se met à attaquer le tendon d'Achille de Edge, qui était la blessure qu'il avait écartée des rings pendant je crois 9 ou 10 mois, ce qui permet aussi de casser le rythme et de recréer de la surprise derrière. La surprise derrière, c'est qu'il va y avoir un ref bump. Jericho met un coup de ceinture à Edge qui se dégage pour le compte de 2,9 sous la première énorme pop du show. Et après cette pop, Jericho se relève à nouveau, il porte le code breaker et là, il obtient gain de cause, il remporte le match pour le compte de 3. Un finish qui est tombé un petit peu comme un coup près, parce que après ce dégagement suite au coup de ceinture, je m'attendais pas à ce que le move suivant amène à la fin du match. En live, je peux vous dire qu'à l'époque, c'était une surprise géniale. Je m'attendais vraiment pas à ce que une grosse ambiance de WrestleMania, ce soit ça. Et encore, on n'avait pas tout vu, parce que le match d'après qui suit, c'est encore pire. Enfin, ou encore mieux. Après le match, on a Edge qui nettoie un petit peu tout le bordel sur les tables des commentateurs et qui va porter un spear sur Jericho à travers tout le bordel. Donc il court d'une table vers l'autre, il se crache pas à travers la deuxième table, mais à travers l'espèce de barricade et là où il y a la cloche et tout le bordel. Donc une bonne manière quand même pour que le babyface rentre à la maison, on va dire victorieux. Pas avec la ceinture, mais quand même l'homme le plus fort. Ensuite, 3 minutes. Avec 10 divas dans le ring, 5 contre 5. Je vous laisse imaginer la note, piscine de chiasse. Le finish arrive lorsque Vicky Guerrero monte sur la troisième corde. Elle fait le signe de Eddie Guerrero, pour faire un frog splash. En fait, elle se laisse tomber de la troisième corde sur les genoux. Ensuite, elle se dépose plus ou moins sur je ne sais plus qui, sur qui elle avait fait le pin. Sauf que quand elle la roule en arrière pour faire le pin, elle la roule trop en arrière. Et son adversaire a une épaule qui se décolle du sol. Et donc l'arbitre, tout logiquement, ne compte pas. Sauf que c'est le finish. Donc elles sont un petit peu emmerdées, elle sait pas trop quoi faire. Elle remet la nana allongée. Elle l'écrase comme ça. Là, elle fait une sorte de worm sur place 2-3 fois. Elle la repine et là, 1, 2 et 3. Merci, passons à la suite. Le championnat de la WWE entre John Cena, champion, et Batista. 4 points de suture pour un match aussi très court par rapport au standard, on va dire, depuis 2015-2016. 13 minutes seulement pour l'ambiance dingue. J'étais très curieux de revoir ce match sur le network pour le comparer à mes souvenirs en live. Parce qu'en live, je peux vous le dire, sur la deuxième moitié du match, tout le public était complètement en transe. Alors la première moitié du match, techniquement c'est très moyen, il n'y a rien de particulier, mais on s'en fout complètement. Là où ça commence vraiment à péter, c'est quand Batista contre le Five Knuckle Shuffle en Spinebuster. En parlant de Five Knuckle Shuffle, un peu plus tard, John Cena va le faire de la troisième corde, je crois que c'est la première et seule fois de sa carrière qu'il l'a fait. J'ai pas de souvenir, si je me trompe, dites-le moi et dites-moi dans quel autre show il a fait. Les contres s'enchaînent, John Cena est un malade de puissance, je veux dire, il manipule Batista comme s'il faisait 85 kilos, et finalement il arrive à remporter le match avec le STFU. Quand j'ai mis 4 points de suture, est-ce que je l'ai surnoté ? Peut-être un petit peu, grâce à la foule, grâce à mes souvenirs aussi un petit peu, je sais pas. Ce qui me rappelle ce que dit Dave Meltzer, quand on veut voir le vrai talent technique d'un catcheur ou le vrai talent d'un catcheur, il faut regarder le match sans son, comme disait Véronique. Et donc si ce match il est de qualité sans le son, c'est que le catcheur est exceptionnel. Mais regardez du catch, sans la foule, sans le son, sans l'interaction, je veux dire c'est un putain de spectacle, il faut atterrir quand même les mecs. Qu'on dise qu'il faut enlever le son pour juger d'un catcheur, eh ben non, justement ça fait partie intégrante de son talent d'arriver à générer ça. Donc moi je m'inscris complètement en faux par rapport à cette théorie complètement débile. Le main event, Shawn Michaels, Undertaker, 26 minutes. J'hésite beaucoup entre 4 points de suture et 5 parce que l'année passée lors de WrestleMania 25, le premier match Undertaker-Shawn Michaels, pour moi c'est le plus grand match de WrestleMania de tous les temps et je lui avais mis 5 points de suture. Donc je sais pas trop comment juger celui-ci, surtout qu'il y a quelques petits ratés dans ce match et il y a moins de finish, il y a moins de surprises et moins d'ambiance dans la foule. Donc voilà, dans ce match, c'est la streak contre la carrière de Shawn Michaels. C'est-à-dire que si Shawn Michaels perd le match, il doit prendre sa retraite. Dès le début du match, Shawn Michaels attaque la jambe d'Undertaker et il va lui placer même un figure fort, une prise en 4 assez rapidement dans le match, aussi rapide quasiment que le chokeslam qu'Undertaker va lui faire au bout de, je sais plus combien, 6 ou 7 minutes, donc c'est relativement rapide. Le premier moment marquant du match, c'est Shawn Michaels qui tente son espèce de springboard twisting crossbody
vers l'extérieur du ring. L'Undertaker le chope et lui porte un tombstone à l'extérieur du ring. Là encore, on a un court-circuit de Michael Cole qui nous dit « Ah bah dis donc, un tombstone à l'extérieur du ring, vous avez vu comment c'est important la streak pour l'Undertaker ?» Enfin, c'est pas... Ça veut pas dire que c'est plus important ou moins important qu'il fasse un tombstone à l'extérieur ou à l'intérieur du ring. Enfin, je vois aucun lien entre ce qui se passe dans le ring, ou à l'extérieur en l'occurrence, et ce que nous dit Michael Cole. Donc, je sais pas... C'était pas vraiment son soir, hein, le mec. Dans les petits couacs dont j'avais parlé avant, il y a un Last Ride qui est contré en X-Factor par Shawn Michaels, où c'est un petit peu brouillon, on sait pas trop ce qui s'est passé. Par contre, un peu plus tard, l'Undertaker dans le match va porter un Last Ride, mais tonitruant, je sais pas à quelle hauteur il était Shawn Michaels, la tête a peut-être chuté de 3 mètres de haut, mais bump absolument horrible. Shawn Michaels monte sur la 3e corde, il tente un elbow drop, l'Undertaker lève les genoux, donc il le contre, il lui porte le Hell's Gate. Shawn Michaels finalement arrive à se dégager, à porter un pinch pour le dégagement à 2,9999999. Ambiance de dingue. Et donc là vraiment on est dans un match de contre. On ne fait plus que des gros moves et se contrer, et franchement c'est la folie dans le public. Shawn Michaels porte un switch in music pour un near fall in extremis. On se rend compte d'ailleurs que les super kicks à la mode des Young Bucks et compagnie aujourd'hui sont une honte totale pour les switch in music et les super kicks de Shawn Michaels. Vous me direz c'est logique, mais bon, il faut quand même le rappeler. Suite à son last ride que l'Undertaker a porté, Shawn Michaels se dégage. Et donc l'Undertaker, il faut qu'il trouve une parade. Il a déjà fait chokeslam, tombstone, Hell's Gate, last ride. Donc il sort à l'extérieur du ring, il commence à débarrasser un petit peu les tables. Shawn Michaels arrive à lui porter un switch in music. L'Undertaker est allongé sur la table pendant qu'il récupère. Shawn Michaels monte sur la 3e corde, moonsault de la 3e corde à l'extérieur du ring, à travers la table. Quelle folie, putain. Alors j'imagine les mecs qui étaient en train de se dire putain, je venais juste de finir de ranger le bordel après Edge et Jericho, et voilà. De retour dans le ring, à nouveau un coup de pied de mule comme on l'appelait, pour de nouveau un dégagement in extremis de l'Undertaker. Là on approche de la fin et la foule trépigne, parce que bon, c'est le 3e switch in music du match quand même. Shawn Michaels part pour un 4e, il est contré en chokeslam. Ensuite l'Undertaker enchaîne avec un tombstone, et là Shawn Michaels se dégage. La folie la plus totale dans le stade. L'Undertaker commence à faire son signe, et finalement il s'arrête, il regarde Shawn Michaels. Shawn Michaels lui tapote, il essaye de remonter comme ça, et c'est Shawn Michaels qui va lui faire le signe avant de le gifler. Suite à quoi Undertaker pète les câbles, il fait des yeux pas possibles, il prend Shawn Michaels, tombstone, mais le gars il saute de 50 cm en l'air. C'était extrêmement risqué, mais absolument fabuleux, et la seule manière de river les épaules de Shawn Michaels pour le compte de 3, pour que la streak continue et que Shawn Michaels prenne sa retraite. Donc ce match, selon moi, comme je vous l'avais dit, il est un petit peu en dessous du match de WrestleMania 25. Oui, effectivement, ça aurait été 4/3 mais c'est pas non plus 5, parce que pour moi 5 c'est la note maximale, c'est pas 6 ou 7 comme certains disent. Donc voilà, c'est 5. J'ai donné 5 pour WrestleMania 25. Enfin, toujours est-il que c'était absolument génial, et qu'il faut voir ce match non seulement pour la qualité in-ring, mais aussi pour son aspect historique, car il marque la retraite de Shawn Michaels, qui sera officialisée le lendemain lors de Monday Night Raw, un show que nous avons également eu le privilège de voir en live. Donc Shawn Michaels se relève avec l'aide de l'Undertaker qui lui serre la main. Shawn Michaels pleure, il dit au revoir à la foule, et là on peut enfin partir de la salle. Et petite anecdote de l'époque, eh bien dans le parking, et je vous mens pas, on a démarré la bagnole, on a fait marche arrière pour se mettre dans la file pour ressortir, on est resté au même endroit, mais genre pas, on a un peu avancé, hein, au même endroit pendant, si je dis pas de conneries, Dimitri ou Ishtou, confirmez-moi, 1h ou 1h15. C'était absolument... Enfin, on se demandait quand est-ce que ça allait se décanter. Aucune idée. Donc c'est WrestleMania 26 qui était plutôt bon. On a passé un bon moment. Il y a 3 très bons matchs, dont un qui est vraiment génial. Le reste de la carte est plutôt sympa. Ça, on s'ennuie pas. C'est fluide. Voilà, même s'il y a eu 2 petites piscines de chiasse, ça ne blesse pas la globalité du show. Mais c'est vrai qu'on a un petit goût d'inachevé pour certains matchs. Par contre, on peut comprendre que justement, ils essayaient d'en garder un petit peu sous le coude pour que l'accent soit mis à fond sur les 3 main events. Donc voilà pour la review
de WrestleMania 26, ce premier numéro retour de la WWE dans la nuit des temps. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de la WWE dans la nuit des temps. D'ici là, vous savez qu'il faut simplement garder la passion et regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.